Ces images d'un calme relatif aux premières heures de ce mardi semblent presque irréelles car les violences n'ont pas vraiment cessé hier et la nuit dernière. On a ainsi appris la mort d'une deuxième personne en liaison avec les troubles dans le sud du pays après une première dimanche soir à Istanbul. Le bilan des médecins turcs fait état également de 3195 blessés, dont 26 dans un état grave. Les manifestations n'ont pas lieu partout en Turquie. Seules les grandes villes sont touchées. La situation est plus calme maintenant et le peuple commence à revenir à la raison. Avant que je ne retourne en Turquie, le calme régnera. Pas toujours bien équipés, les manifestants ne peuvent pas batailler très longtemps. L'effet des bombes lacrymogènes est insoutenable. À l'arrière, une logistique tente de se mettre en place. Les médecins apportent les premiers soins. Les halls d'hôtel servent de dispensaires. Certains, comme ce jeune homme, ont reçu des projectiles des policiers en pleine tête. Je voudrais revenir quand même sur la caisse d'allocation familiale. Est-elle, oui ou non, en déficit ? La branche famille de la sécurité sociale est en déficit. Non. Si, bien sûr qu'elle est en déficit. Mais je vous dis non. Monsieur le Premier ministre, vous êtes de passage à Matignon. Pourquoi ne pas vous concentrer sur ce qui rassemble et pourquoi chercher à diviser, chercher à cliver sans cesse? Quelle légitimité, quelle idéologie vous autorise à ainsi massacrer notre politique familiale et matraquer les classes moyennes comme vous êtes en train de le faire depuis que vous êtes au pouvoir? Évidemment non. Parce que la branche retraite, elle, est en déficit, très lourd déficit. Alors que se passe-t-il? Eh bien, on transfère l'argent de la Caisse nationale d'allocation familiale à la Caisse retraite. Mais c'est pas vrai? Oui, mais bien sûr que si. Mais c'est pourquoi? vrai ou pas? Non, mais Si c'est un héritage politique, il est clair qu'il y a des héritages qui sont plus ou moins faciles à assumer. Je conçois que Mme Kosciusko-Morizet ait du mal à assumer l'héritage de la droite parisienne. Et pourtant, c'est non seulement un héritage, mais une réalité qu'elle va devoir assumer, puisqu'elle va devoir composer avec la droite parisienne. L'UMP a vocation à être le rassemblement de la droite et du centre. Et donc Nathalie Kosciusko-Morizet a des convictions, et elles sont parfaitement respectables, et elle animera une équipe dans laquelle il y aura des sensibilités, des expressions différentes. Elle a la vocation à rassembler. J'ai choisi une autre voie. Je trouve que le système des commissions d'investiture ou de l'adoubement par le sortant n'est pas celui qui donne de la liberté. Moi, je voulais avoir cette liberté particulière que confère l'élection, le choix par les Parisiennes et les Parisiens. Est-ce que vous avez peur d'elle et les peurs du fait, parce que ça va être immanquable, c'est-à-dire que ça va se transformer en bataille nationale, cette municipale. D'abord, vous savez, moi, je n'ai peur de personne. Voilà. Et moi, je ne vous parle pas de personne, je parle de Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui, justement, donc je n'ai peur de personne, y compris de Nathalie Kosciusko-Morizet. L'UMP apprend la démocratie et je m'efforce pour... Est-ce que c'est normal pour le principal parti de l'opposition d'en être à apprendre la démocratie? Non, mais la démocratie interne, écoutez, ne jouons pas sur les mots, vous savez très bien de quoi il s'agit. Il s'agit que désormais, ce soit par la voie du vote des militants, que se désignent, que se choisissent nos candidats à chaque fois que c'est nécessaire. On pensait quand même qu'en 2013, la démocratie à droite, c'était acquis. Mais on vous a entendu ce week-end, on a entendu Jean-François Copé, et tous les deux, vous avez dit « nous apprenons la démocratie ». Non mais regardons la réalité en face, il n'y a pas qu'à droite. Souvenez-vous du congrès de Reims, voyez aujourd'hui comment fonctionnent les partis politiques. J'ai prouvé dans mes enquêtes, par exemple, que dans ce qui a fait la fortune de Bernard Tapie, il y a eu le recours à l'arbitrage et ensuite il y a eu la négociation des impôts de Bernard Tapie. La négociation, comment s'est-elle passée? J'ai fait l'objet d'une réquisition judiciaire parce que j'ai écrit à plusieurs reprises sur Mediapart. Nous avons la preuve que Bernard Tapie a été négocié ses impôts dans le bureau de Claude Guéant à l'Élysée. La justice m'a envoyé une réquisition en disant cette preuve, si tant est qu'elle existe, montrez-la nous. J'ai donc revendiqué le secret des sources. Je n'ai pas dit quelle était ma source, mais j'ai remis à la justice et j'ai ensuite publié sur Mediapart une bande. Ils n'ont pas les couilles de faire un tiers qui laisse tomber. C'est pas la peine de se faire chier, on va pas faire les calculs à la con, simplement parce que moi je considère, et tous les experts me disent, tous sans exception, qu'ils ont tort, et juridiquement ils ont tort. Donc on va y aller comme ça, nous on va faire notre déclaration. Ce qui est hallucinant, c'est qu'hier, il a menti, parce qu'il a dit avec le bilan avec qui j'étais il n'y a pas de limite. Oui, de toute façon, je vais donner d'accord sur la proposition de Tavernier. Bon, il a le chauffeur qui ne veut rien faire. Je vais vous dire, un grand dangereux, il a peur qu'une chose, c'est des dangers plus grands. Bon, comme il n'a pas compris, on va lui faire comprendre. Vous allez voir.
très long. Toutes les fortunes de France négocient leurs impôts. Vous le savez parfaitement. Mais bien sûr. Chaque fois qu'il y a une perte, bien sûr. C'est une information importante pour les contribuables. Mais c'est pour ça qu'on n'est pas dans un état de droit. Je suis désolée. Monsieur Guénot, ça se passait peut-être comme ça. Lorsque vous étiez à l'Élysée, ça ne se passe pas comme ça en ce moment. Voilà, je rassure tout le monde.